Allez, salut à toutes et à tous. On va faire l'exercice habituel. On commence par le Bitcoin qui déborde sans problème la première zone. On a donc travaillé longuement les 7750 et tout comme on en discutait hier soir dans le Trading Point. Le niveau des 7008 est donc un niveau de breakout, un niveau à accélération assez prévisible en fait et on le déborde. Je pense qu'on va aller chercher ma target 2. Ici, je place un ordre conditionnel pour encaisser des profits sur les 8100, 70, 180 là par là, proche du 200%. Je vais donc encaisser ici au moins une partie. On va dire entre cette zone-là et le 61, donc avec, on va dire, entre 8200 et 8400. J'encaisse obligatoirement au moins 60% de la position, on va dire 2 tiers. Voilà, je vais encaisser probablement 66% de la position. Donc dans cette zone-là, je m'attends à ce que ça arrive dans la journée, ou en tout cas dans les jours qui suivent. Pour l'instant, le momentum reste bien orienté. Je vois pas de raison de me surinquiéter. Donc pour l'instant, voilà, je laisse travailler le niveau. On voit qu'en termes de sine wave, on a bien débordé la zone ici et débordé la target. Donc la zone qui aurait pu être ici, une zone en excès, hein, vous voyez, ça, on aurait très bien pu faire juste une petite mèche là. On installe bien la clôture. Donc c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Donc pour l'instant, pour la partie Bitcoin, mais plutôt laisser les prix se diriger gentiment vers des zones plus attractives pour encaisser des premiers profits sur ce trade. Donc comme je vous l'avais promis, il y aura une vidéo qui sera remise en place dès qu'on arrivera sur cette zone de prise de profit. Je vous la donne avant, mais dès qu'on arrivera dessus, évidemment, on refera une vidéo spécifique Bitcoin, suivie du trade Bitcoin, puisqu'on a donc quand même fait ce trade point de départ, toute la zone spéculative. On va s'attaquer, bien évidemment, à défaut d'avoir pu faire la validation dans la semaine de vacances, on fera au moins la partie prise de profit. Comme ça, vous aurez eu le suivi d'un trade du point A au point B dans son intégralité et dans toutes les nuances de psychologie qui l'ont catalysé entre deux. Donc voilà, pour l'instant, je m'attends donc à ce qu'on aille dans cette zone-là, la zone haute, trouver une résistance sur l'un des différents niveaux qui sont marqués. Et puis derrière, probablement plus rien, on aura fait tout le boulot de la semaine. Après, je ne sais pas quelle forme pourra prendre la consolidation. Tout ce que je sais, c'est que, alors ça non, du coup, c'est plus possible. C'était le risque de faire je vous avais noté là, c'était là, le risque de faire un diamant, parce qu'ici, on avait quand même cassé le bottom. Donc vous voyez, on commençait à faire des creux ascendants, enfin des sommets ascendants et des creux descendants. Et ça, si on avait fait une contraction derrière, ça aurait été plutôt négatif. Donc là, on n'est pas du tout dans ce schéma-là, hein. On est donc bien dans celui-ci. Ça, c'était juste pour illustrer pour quelqu'un, hein. Mais voilà. Donc je pense pour l'instant une petite consolidation à venir, puis j'espère derrière probablement une remontée pour chercher la zone, voilà, cette zone-là où il y a une petite résistance, voire le 76,4 à 9000 $. Ici on a bien une petite zone de breakout, bon elle me paraît quand même assez faible, on va la noter quand même, mais je ne la vois pas vraiment comme étant... Bon, et puis elle a été testée, donc non, voilà. Allez, peut-être ça là sur le 76,4, mais c'est tout. Donc voilà, notez les différents prix qui m'intéresseront moi pour reprendre des positions vendeuses, hein, donc on n'y est pas encore du tout, mais ce sera à partir de 8007 à 8009. Je pense qu'à ces prix-là, il est intéressant d'éventuellement reprendre le train vendeur, éventuellement même jusqu'à 9003. Moi, pour le train acheteur, de toute façon, à partir de là, je commence sérieusement à réduire la voilure, donc de 66% la taille de position, je garderai 33% de la position. En fait, tout simplement, je vais sortir mes CFD ici, hein. C'est-à-dire que toute ma partie spéculative en CFD, je vais la sortir là et je conserverai donc les quelques achats que j'ai réalisés en cash, donc en réel, enfin avec des vrais bitcoins, des vrais Ethers et tout ça, je vais les garder pour un petit peu plus tard. Ce qui me fait plaisir ce matin, c'est de voir donc que le reste du marché crypto n'enfonce pas le support, et ça c'est bon signe, c'est-à-dire que ce matin on a un rebond du IOTA sur ce support-là avec une belle correction ABC très très longue, hein. Mais donc dans ce cas-là, ici on vient, on casse la résistance vague 1, on corrige en vague très très longue et en 2 vagues, et pour l'instant on tient le support. Attention, c'est quand même un peu précoce pour l'instant, il va falloir déborder le signal vendeur ici et vraiment réinstaller un mouvement haussier, mais je pense qu'ici on a donc terminé une vague 1, terminé une vague 2 éventuellement, alors très longue, hein, la vague 2, et ça généralement ça précède des vagues 3 étendues, donc attention, mais je m'attends, si on est bien dans ce contexte là, attendez, c'est dégueulasse ce truc, je vais pas mettre ça, je m'attends, si on est bien dans un contexte de vague 2 correctrice terminée à l'aube d'une vague 3, généralement elle est étendue, c'est-à-dire qu'il faudra targeter probablement au minimum 161,8, donc 1,50,
Moi, je pense qu'on peut même tirer un IOTA un petit peu plus haut que ça, puisque normalement, la vague 3 va casser une résistance. Là, moi, la prochaine résistance que je vois est là, donc je mettrai même une target ici, sur le IOTA. Alors, proche de cette zone-là, on voit bien que là, c'est le néant, il n'y a pas de volume. Mais on va dire, moi, je pense que cette résistance qui se catalyse ici, on doit la casser normalement. Donc, je m'attends quand même à un joli bull run IOTA. Donc, on va voir si ce bull run va permettre au Bitcoin de poursuivre sa dynamique haussière ou non. Voilà, pour l'instant, et sous couvert évidemment de maintien de ce support, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le IOTA aille plus bas que ça, sinon il y a un prochain support ici à 0,78, à dire 0,80, qui me paraît très intéressant, mais c'est quand même 15% plus bas. Donc voilà, pour la partie IOTA, en tout cas, moi je reste sur ce qui est fait pour l'instant. La partie Ethereum, celle-là, elle est beaucoup plus jolie. Là, on a bien un double signal bullish suivi d'un breakout immédiat. Alors attention, le breakout est toujours en cours. On est sur la bougie qui n'est pas clôturée, donc attention à ce que ce ne soit pas une mèche haute. Mais en l'état, c'est un très beau signal que donnent les cryptos au sein de cette journée. Donc voilà, à voir si ça se poursuit au sein de la journée. On a une target sine wave ici à 493. D'un point de vue daily sur ce marché-là, c'est joli. Ça fait plutôt bullish engulfing. Dans un beau scénario haussier, je pense qu'on se dirige sans grande peine vers les 563, qui sont 38% de retracement de la phase de baisse. 38%, voire on pousse un petit peu plus loin pour aller chercher les 600. Je dirais qu'en tout cas, pour ma partie, moi, sur l'Ether, entre 566 et 605, je pense encaisser des petits profits. Donc voilà, ça laisse de la place pour le Bitcoin. On a l'Ether qui enfin donne un signal intéressant. On va voir s'il tient jusqu'en clôture. Pour l'instant, c'est compliqué à anticiper. Sur l'UT Daily, on voit bien que le momentum commence à squeezer. Voilà, hop, il fallait attendre une petite update. Donc attention, hein, sur l'UT Daily, ça reste très dangereux, très piquant. Ça, c'est typiquement le genre de journée qui, si ce soir on termine en bas, demain se fait complètement enfoncer. Donc ne pas considérer ça comme gagné, mais ça me semble être un très bon signal, ce qu'on a ce matin avec le réveil des altcoins, et on voit que c'est l'ensemble des altcoins qui se réveillent, puisque même l'indice altcoin se présente pas trop mal. Donc je m'attends à une troisième vague de hausse, ce qu'on appelle une leading diagonal, vague 1, 2, 3, 4 qui rentre dans le domaine de la 1. Normalement, on a quand même une cinquième qui vient casser la 3, et c'est ce que j'attends. Donc la prochaine vague de hausse, ou pour moi, pour commencer à encaisser donc sur la partie Ether et IOTA. Encaissement qui va donc pas tarder également, je pense, sur la partie Bitcoin. Voilà pour les cryptos, on passe au marché classique. Aujourd'hui, en termes de catalyseur, franchement, c'est le néant pour rester simple. Il n'y a vraiment que dalle, que de la stat de second ordre aujourd'hui. Donc je ne pense pas réellement que ça intéresse qui que ce soit. Éventuellement à la réunion des ministres des Finances, mais on attend tellement rien de tout ça. Que je serais surpris de voir un quelconque catalyseur se mettre en place aujourd'hui. Donc on reste dans la dynamique en place, à savoir le VIX ne casse pas de support, les indices cassent des résistances, qu'est pas ça. Voilà, il faut se poser la question, hein, toujours au bout d'un moment, moi les distorsions sont nombreuses, elles se multiplient. C'est donc le niveau de risque et le danger augmentent. On a un yen qui est recherché, un VIX qui ne casse pas de support, un gold qui est toujours au-dessus de ses supports, et what the fuck, le S&P 500 va casser son sommet hier pendant la nuit. Donc moi je ne comprends toujours pas ce qui se passe dans ces marchés américains. Les distorsions, ça ne dure jamais aussi longtemps. C'est très rare que ça dure. Là, ça fait quand même 3-4 mois que le S&P 500 ne vit plus. Voilà, il n'y a plus de vie et il y a une inertie haussière complètement folle et dangereuse, hein, puisque tout simplement, je pense que tout ce qu'on est en train de faire peut être effacé en l'espace de quelques jours. C'est-à-dire tout ce qui s'est produit depuis les manipulations. Hein, donc voilà, le bottom de mars. Pour moi, depuis mars jusqu'à août, le marché n'existe plus. On n'est plus dans un marché. On est dans un petit bruit d'occupation estivale qui, je pense, se prendra une bonne grosse tartasse bientôt, mais pour l'instant, il ne faut pas forcer les choses. Voilà, je pense que quoi qu'il arrive, on va se taper un pullback sur cette oblique. Vous voyez que ça nous laisse quand même une bonne grosse dynamique face à ça. Moi, je pense que la patience est la seule chose à faire. Attendre que ce merdier se casse la gueule, et le jour où ça tombe, il faudra être dans la partie. J'ai pris une petite vente S&P 500 hier. Elle se passe pas très très bien. Et puis alors il y a des trucs qui m'échappent un peu là. Les signaux ont changé depuis hier.
Pour la totale transparence, hein, voilà le signal que je vous ai partagé hier. Vous voyez, hein, alors c'est la première fois que je vois ça. Normalement, ce n'est pas possible, hein. Là, on est bien sur le S&P 500 en 2 heures. Voilà, donc c'est le même graphique. Hein, c'est vraiment le même graphique. Vous voyez, hop. Sauf que là, j'ai des signaux différents. Alors, c'est la première fois vraiment que je vois ça. Normalement, c'est pas possible. Donc, c'est ici, hein, il y a un cycle bullish qui a été déclenché, qui n'est pas déclenché là. Et du coup, ça change complètement. Donc voilà, hier, moi j'avais bear contre bull. Je me suis dit, ok, chouette, on est dans la zone. Je joue immédiatement la vente. Bon, voilà. Là, il est clair que si j'avais eu TP contre bull, je ne l'aurais pas faite. Alors là, je vous dis franchement, la TradingView, ils me surprennent parce que je ne comprends pas comment ils peuvent changer les algos. Hein. Pour moi, les bougies sont les mêmes. Donc théoriquement, à bougie équivalente, je ne vois pas comment... oui, je ne vois pas de différence sur les bougies là. Normalement, il n'y a pas de... Voilà, même bougie devrait donner les mêmes signaux. Hein. Donc je ne comprends pas. Voilà, il y a des choses qui me surprennent toujours chez TradingView. Hein. Donc le problème, c'est pas l'algo. Hein, encore une fois, moi l'algo, il a toujours fonctionné, il produit toujours les mêmes signaux. Mais alors là, vraiment, je ne comprends pas. Ce qui a fait que ça a changé d'une certaine façon. Donc voilà, pour le circuit S&P 500, donc pour moi toujours la patience qui domine. J'attends le moment où la liquidité va basculer. Pour le moment, donc je conserve cette petite vente sur le S&P 500. Le stop est au-dessus de la zone ici, hein, donc il va de soi que si on déborde les 2827, je ne suis plus dans cette position spéculative. Ici, je la sécurise et j'abaisse le stop. Et évidemment, la cassure baissière de cette zone déclenchera la validation du signal. Mais pour l'instant, voilà, honnêtement, avec ce changement de signal, ça change toute la perception que j'en ai. Hein. Donc, pour moi, je pense qu'on a une possibilité d'aller chasser un petit peu plus haut aujourd'hui. Hein. Donc, je ne stresserai pas plus que ça. C'est vraiment une position ultra spéculative. Il y a vraiment zéro levier. Je crois que si on vient me chercher le stop, ça me coûte 0,5% de capital. Hein. Voilà. C'est vraiment un petit trade de range. Pour une accumulation, et j'aurais bien aimé, si vous voulez, hier soir qu'on échoue et qu'on aille casser le bottom, qu'on vienne se rediriger vers là, ça aurait été sympa, parce que ça nous aurait fait éventuellement une vague 1, 2 et une belle 3 à suivre. Bon là c'est pas le cas, on casse la résistance, donc je m'attends à ce qu'on essaie de chasser encore un peu plus haut aujourd'hui pour aller plus loin. Tout simplement, c'est ça qu'on a fait, c'est-à-dire que là, pendant la nuit, merci Google, voilà, on va casser le sommet de la bougie dangereuse de la semaine passée. Maintenant, attention, ça veut simplement dire qu'on gagne du temps à Wall Street, donc on n'a plus le risque de faire une evening star, c'est-à-dire de s'éclater la gueule cette semaine. Donc apparemment, je pense on va essayer de tenir dans la zone. Par contre, je m'attends toujours à ce que, quoi qu'il arrive, à un moment donné, il y ait une grosse rouge qui débarque, qui prenne tout le monde à contre-pied. Donc je pense que là, ce qu'on viennent de faire les Américains cette nuit, c'est de s'offrir le luxe d'avoir une semaine supplémentaire de range. Donc pour l'instant, je pense qu'il faut rester prudent sur les scénarios vendeurs si vous en êtes. Si vous n'en êtes pas, tout simplement attendre de voir la réactivation se faire sur les actifs corrélés, à savoir le gold, les métaux en général, gold, voir les junk bonds s'effondrer, voir le VIX casser des résistances. Tous ces actifs-là, je le répète encore une fois, donnent des signaux négatifs. Le VIX est en train de s'orienter à la hausse, il ne casse plus de support et ici il se redirige vers les résistances. C'est tout droit direction 21, voire 31, et ce sont des zones qui ne permettent pas la tenue des supports à Wall Street. Donc attention, le VIX dangereux, il y a de la place. Les taux à 10 ans, c'est bien, mais pour moi, ça n'a pas de raison d'aller bien haut non plus. On est bien dans un cycle bearish. Donc pour moi, voilà, ça va un peu plus haut et je pense qu'en fait ici on va essayer d'aller chercher cette zone-là et qu'on devrait se recasser la gueule derrière. C'est-à-dire essayer de casser cette résistance-là, mais dès qu'on va arriver sur la zone des 3%, ça devrait retomber assez mécaniquement, tout simplement parce qu'avec un rendement à 3%, quand vous voyez le niveau de risque qu'il y a sur les actions, et tout simplement c'est plus rentable d'aller se foutre sur l'obligataire. Donc moi il me semble logique qu'au-dessus des 3%, on retrouve direct un attrait pour l'obligataire. Donc ça veut dire des baisses de contrats de taux, ça veut dire que les contrats de taux seront recherchés à la vente pour l'instant. Je pense que c'est toujours pareil. Pour moi, les obligations, si vous voulez, à 3%, c'est logique qu'on en prenne. Voilà. Donc c'est à voir, mais moi il me semble que normalement les T-bonds devraient être recherchés à l'achat pour faire donc baisser les taux.
tout simplement à défaut. Et donc c'est tout simplement la liquidité, il faut qu'elle vienne de quelque part. Je pense qu'elle viendra des indices actions. Mais pour l'instant, c'est toujours la même danse à Wall Street. Dès qu'on a une bonne nouvelle, on fait tout pour enfoncer un max de résistance. Mais regardez quand même le travail. Je veux dire, le S&P 500, en fait, moi je fais preuve de patience, mais si vous imaginez le début de la phase de manipulation, c'est-à-dire ici, on est 5% au-dessus. Voilà. Quand je vous ai dit, si ça décroche, on fera probablement une seule séance à moins 4, moins 5, comme on avait fait à l'époque, qui effacera tout ça. C'est-à-dire que tout ça, ça peut être effacé en une journée. Ça leur aura pris 4 mois pour monter. Ça vous montre la fragilité des mouvements en cours. Même 5 mois, puisque ça dure depuis avril. Donc, non, ça fait 4 mois. Voilà. Bon. Sérieusement, voilà, au bout d'un moment, je pense qu'il faut vraiment rationaliser les mouvements à Wall Street. La seule chose que ça use, c'est pas les comptes de trading, c'est la patience, c'est le moral. C'est-à-dire que là, on mine le moral de ceux qui vendent, qui vendent, qui vendent et qui n'ont pas de patience. Moi, honnêtement, je vends, mais j'ai beaucoup de patience et je sais que quoi qu'il arrive, je lâche rien. À Wall Street, je finirai par les avoir, mais il faut être patient. Il n'y a que ceux qui auront cette patience qui pourront bénéficier du trade, du gros short. Je pense qu'il y a un gros short qui reste à faire d'ici la fin de l'année, qui prendra complètement à l'envers tous ceux qui achètent à Wall Street, mais ils ne le voient pas venir, encore une fois, c'est toujours pareil, c'est bien comme ça. Le spéculateur, c'est moi j'anticipe, je peux me tromper, mais il est évident que moi, mon job, c'est d'anticiper ce qui va se produire, pas ce qui est déjà en train de se produire. Et moi, je pense que ce qui nous reste, c'est un gros machin comme ça, que personne ne verra venir, et qui ira chercher 127% d'extension. Donc vous voyez, on fait mumuse sous cette résistance, elle ne passe pas. Si ça passe, j'arrête de vendre, c'est clair. Moi, je vous dis, au-dessus de 2823, 24, 25, ça ne m'intéresse plus. Si on va chercher au-dessus de ça, c'est game over. C'est que derrière, le marché va vouloir s'envoler pour aller chercher éventuellement la target au-dessus des 3000. Mais j'y crois pas une seule seconde. C'est ce que Wall Street veut me vendre. Mais Wall Street, là déjà, ils n'ont pas du tout une structure d'accumulation. Parce que ça ressemble pas du tout à un marché, vous voyez, qui vous fait un tag comme ça avant de vous faire un gros bim. Alors si, mais il faut tenir tout l'été ici jusqu'à septembre. C'est-à-dire que si on tient ici jusqu'à septembre, pas de souci derrière, je vois bien une grosse rouge, enfin une grosse bleue, pour aller nous tirer à travers le sommet historique. Le problème, c'est que là, moi, je vois une structure qui s'essouffle. Et le problème, c'est que là, si tu retournes vers les supports, je pense qu'il cède, que le VIX cassera donc sa résistance. Moi, je vois bien un S&P qui, d'un coup, là, boum, vous remet un gros coup de stress, vient effacer et dégommer tous les stops qui se trouvent là-dessous. Et ici, je peux vous dire, c'est un VIX à 21 minimum. Et ça, avec du coup un VIX à la hausse et un indice qui va casser des supports daily, je ne vois pas pourquoi on s'arrêtera ici. C'est ça qu'il faut comprendre. Moi, je pense que l'objectif, c'est là. Ensuite, un petit pullback, et derrière, on enchaîne comme des saligots. Si pullback il y a, pour moi, on peut très bien ici partir en ligne droite, et tout comme on avait déclenché tous les stops ici à l'époque, on peut très bien, là je vous dis, bam, partir en ligne droite, se retrouver là dans 2 semaines, et personne ne l'aura vu venir. Ils sont tous ultra bulles. Je vous le donne parce que je trouve leur approche très intéressante. C'est pas pour faire de la pub, encore une fois, loin de là, je vous donne des horizons. Pour ceux qui sont anglophones, je trouve ça toujours intéressant de faire. Vous voyez, moi, quand je fais mon boulot la journée, je regarde toujours plusieurs personnes. Alors, je regarde Béchade, qui est le permabère par excellence. Comme ça, je vois ce qui se passe dans la tête d'un permabère. Et je regarde les ricains. Ils s'appellent Market Scholars, je crois. C'est ça leur truc. Market Scholars. YouTube. Moi, c'est leur chaîne YouTube, pas leur site qui m'intéresse. Voilà, ça m'a l'air d'être ça. Voilà, et si vous voulez, du coup, c'est des ricains là, qui font des market outlook, et donc il faut parler anglais, va de soi. Mais donc voilà, eux, ils sont complètement boules. Voilà, eux, ils appliquent, si vous voulez, les mêmes schémas qu'on applique dans les phases de tendance, c'est-à-dire que pour eux, ils rappliquent les mêmes patterns qu'ils utilisaient là-dedans, ici. Et pour eux, ça, c'est un schéma haussier, et on est haussier pour encore facilement plusieurs semaines. Ils ne voient pas de frein avant le sommet historique. Pour eux, tout va bien. À Wall Street, c'est d'enfer. Il y a la dynamique haussière, il y a la tendance qui est bien installée, il y a la psychologie, il y a tout pour aller terminer l'année tout en haut et faire une belle année 2019. Moi, j'y crois pas une seconde. Voilà. Alors, je me fais mon propre avis, encore une fois. Maintenant, ils peuvent très bien avoir raison et moi, je peux avoir tort. Donc, faites attention, Wall Street. Je vous rappelle que ce sont des scénarios spéculatifs, mais que c'est mon rôle d'anticiper les renversements de tendance. Et je pense que là, Wall Street se voile bien la face, à croire toujours à monts et merveilles. Et un marché purement haussier. Je pense que là, on n'est plus dans un schéma où il faut appliquer les patterns de tendance, mais bien dans un schéma où il faut faire très très attention
quand on arrive sous les résistances, tout comme quand on arrive sur les supports. Maintenant, là, avec la durée de la connerie, je pense que là, si on se dirige au sud, c'est pour aller revoir ceux-là de support, et il se trouve, comme je l'ai dit, 10 à 15% plus bas au minimum, et sur certains actifs, c'est pire que ça. Donc à surveiller aujourd'hui parmi les corrélés, la tenue éventuelle du gold. Pour moi, on est sur des niveaux où je ne vois pas pourquoi le gold irait plus bas. Je pense que les bears ont déjà fait un boulot formidable là-dessus, mais que c'est terminé et qu'on reste sur une structure correctrice en deux vagues, c'est-à-dire une vague là, une consolidation, une deuxième vague, une consolidation à plat, ce qui fait que quand vous voyez ça, vous dites « Ah, c'est moche, c'est vraiment moche, hein, voilà », mais c'est la même chose que ça, c'est-à-dire une phase de baisse, une correction, puis une deuxième, et au final, ça reste un correctif. On a certes enfoncé ce support, mais on l'a fait marginalement, simplement pour dépenser des stops, pour déclencher des stops, pardon. Mais je pense que ça ne va pas plus loin que ça, et je vois qu'on n'arrive pas à déborder celui-là de support, ce qui m'invite toujours à penser que ceci est simplement un break à stop, et qu'on va juste repartir très rapidement l'invalider, celui-là. Donc je reste dans le même scénario. Un truc va couiner au bout d'un moment à Wall Street, ils vont enfoncer les supports les uns après les autres, le gold va partir en fusée, de même que le VIX, les junk bonds se retrouveront vendus. Je vous rappelle qu'ils sont sous résistance, et encore une fois, ce sont des schémas que Wall Street ne veut pas voir. Hein. Wall Street veut surtout pas voir ce scénario-là se déclencher, parce que vous imaginez la perte en capitalisation de ce machin-là. Si les junk bonds se cassent la gueule, c'est minimum la target ici, et je pense qu'on ira plus bas. Donc ça veut dire des junk bonds qui cassent des supports, donc ça veut dire des indices qui cassent des supports également. Hein, voilà. Avec un gold qui sera probablement excessivement recherché et très rapidement. Regardez l'action de prix sur le gold. Vous mettez en weekly. Vous dites un truc comme ça, là, si ça déclenche, on finit là la semaine. Ça veut dire 1264 sur le gold, ça veut dire remonter là pour terminer la semaine. Ça veut dire que là, en quelques jours, le gold pourrait prendre d'entrée de jeu 3%. Donc vous avez compris le truc. Si le gold prend 3%, c'est que les indices perdent 3%. Donc à voir le truc, mais moi je pense qu'il y a anguille sous roche dans les schémas qui se développent pour l'instant sur les actions. Donc attention, moi j'attends toujours un décrochage brutal de l'euro-yen, de même que une recherche du gold, enfin on va dire une recherche de yen, une recherche de gold. Quand vous voyez ça, ça vous donne quoi comme envie? Ça vous invite à acheter des indices? Il y a une autoroute haussière devant le yen, il y a une autoroute haussière devant le gold, ce qui fait que le jour où le mouvement est initié, il ne s'arrêtera pas. Maintenant, ça fait des semaines, voire des mois, que Wall Street fait tout pour emmerder le monde. À chaque fois que vous avez un petit signal, que ce soit sur le yen ou sur le gold, c'est oulala, non, mais surtout pas, il ne faut pas du tout initier cette tendance, sinon on va devoir lâcher et sortir des actions. Mais encore une fois, un gérant, il n'est pas stupide. Au moment où il va voir le profit à faire sur ces marchés-là, vous croyez qu'il va faire quoi? Il va se dire, bon, est-ce que je continue à rester sur des actions qui ne performent plus ou alors est-ce que j'y vais quoi? Voilà. Et je pense qu'au bout d'un moment, ça va changer. On va se rendre compte que les profits sont à faire sur les actifs à faible risque et qu'au final, tout ce qui est risqué, donc les actions, on va en sortir marginalement. Et puis derrière, le problème c'est ça, c'est qu'il y a tellement d'acheteurs dans ce marché, tellement de stops à déclencher que j'ai du mal à penser que les supports derrière y survivront. Alors c'est spéculatif, mais je pense que dans un premier temps, on va dire bonjour à nos amis des supports. Regardez la tronche du Nasdaq. Moi, quand je vois ça, aujourd'hui, ils ont plutôt intérêt à faire une belle journée, c'est-à-dire qu'il va falloir acheter du Google vite. Il va falloir vendre ça à un maximum parce que le prochain cycle, c'est un TP qui arrive, voire un exit. Et ça ne va pas plaire du tout à Wall Street. Et surtout quand on a un beau schéma comme ça qui est proche de sa fin, puisqu'on voit bien la structure, pour moi ici elle est vraiment évidente, cette structure de pricing qu'on a en cours ici à Wall Street, avec une belle vague 1 ici, vague 2, grande 3, 4, et ici on a donc la 5 en cours, ce qui veut dire que quoi qu'il arrive, on arrive bientôt sur les fameuses targets, celles qui vont faire mal, celles où ça va casser des dents à Wall Street, parce que moi je vous dis, on arrive ici, on déclenche un signal exit, je passe bear en daily, c'est-à-dire là je parle d'un scénario daily weekly, c'est-à-dire que là je me mets à vendre le Nasdaq sur des scénarios weekly. Voilà. Là on n'est pas du tout dans la même ambiance que les derniers jours où je cherche des petites ventes, j'y vais gentil pour essayer de trouver des signaux précurseurs de tendance. Là ici le Nasdaq je le dégomme à 7500, je le prends, ça c'est clair et net. Maintenant on n'y est pas encore. Voilà. Donc j'attends de voir comment ça se passe sur le Nasdaq, mais il va de soi également que là, tout repli et toute cassure de support, c'est engouffrement vendeur dans le Nasdaq. Maintenant, pour le moment, le momentum est bien orienté.
on va le laisser se développer. Moi, plus ça monte, plus les prix sont attractifs, donc plus le risque diminue. Mais entre 7005 et 7600, moi, je dégomme le Nasdaq. Et je vous le donne en avance, mais ce truc-là, pour moi, c'est à vendre. Ils voient tout ça comme une vague 5 qui va partir en parabole. C'est le risque. Et encore une fois, il y a toujours un risque pour un gain. Mais si ça échoue ici, c'est game over et c'est direction 5004 et ça fait mal. Voilà. Parce que là, ça fait quand même sur un Nasdaq, ça vous fait un bon 30% de baisse. Hein. Moi, ça reste le scénario. Hein. Pour moi, c'est 25, allez, on va dire 20 à 25% de baisse sur le Nasdaq. Là, je suis peut-être un petit peu ambitieux quand même sur la target. On va dire que celle-là me semble plus raisonnable. Mais voilà, on va dire un bon 20% de baisse sur le Nasdaq, là où le S&P 500 se prendra probablement que moins 15. Mais à moins 15, déjà, ça fait mal. Hein. Et je peux vous dire que dans le sentiment bullish à Wall Street, ça va leur en mettre un coup. Mais pour l'instant, ils ne le voient pas venir, et c'est normal. Les suiveurs de tendance font ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire suivre la tendance. Les spéculateurs font ce qu'ils savent faire, chercher les retournements de tendance. Je pense qu'en ce moment, tous les spéculateurs cherchent le sommet, mais qu'au bout d'un moment, on finira par le trouver. Le timing reste incertain. C'est sûr qu'on se fait matraquer depuis des mois, et qu'on a tort pour l'instant depuis des mois. Je reste persuadé, quoi qu'il arrive, qu'à la fin, j'aurai raison. C'est juste que je ne sais pas quand. Voilà. Et je peux me planter, hein, voilà, mais pour l'instant, je garde cette conviction que le marché n'ira pas en mode vertical malgré tous les efforts de Wall Street et que si on ne monte pas, au bout d'un moment, il va falloir rendre les gains et ça ne va pas plaire au loup de Wall Street. Voilà, donc patience, mais pour moi, je n'invalide toujours pas ces scénarios. Je pense toujours qu'on essaie de nous prendre pour des gugus et que ça ne marche pas. Donc, je reste dans les mêmes scénarios, à savoir l'achat de GBP-USD, l'achat d'AUD-NZD, la vente des actions américaines risquées, donc Tesla, Apple, Google, j'en ai pas, hein, donc ça tombe bien. Facebook, mais ça, je suis très faiblement exposé sur Facebook vu qu'on est passé sur le sommet historique. Je reste sur Nvidia. Netflix, je ne touche pas pour l'instant. General Electric, je reste à l'achat, mais patient. Je pense que ce truc-là demandera peut-être un petit peu plus de temps pour l'instant. Mais voilà, il me semble que pour moi, le scénario que je veux voir se déclencher maintenant, c'est le gros revers haussier du gold. Je ne m'attends plus à une structure comme ça. Je pense malheureusement que là, ce qui nous attend, c'est un gros V-bottom là, et après derrière, un retest du support en vague 2. Et après, mais un retest très rapide. Hein. C'est-à-dire là, il ne faudra pas vous attendre à un marché très très long en termes de pricing. Moi, pour être très clair, je m'attends à un truc comme ça. Hein. On vient ici, on casse la résistance. C'est-à-dire on va plus haut que ça juste pour bien mettre tout le monde d'accord. Derrière, probablement juste une petite vague 2 comme ça, ou ici maxi, et derrière, on s'engouffre tous dans une grosse vague 3. Et je vous dis, cette vague-là, je ne suis même pas certain qu'on la fasse, tellement je pense que la liquidité va partir en mode one-shot. C'est-à-dire, en gros, le risque que je vois, moi, depuis le début de l'année, va arriver d'un coup. Personne, évidemment, ne le verra venir. Et puis, la psychologie changera assez radicalement. C'est-à-dire qu'on passera de la crainte à la peur et à la panique, je pense, dans la même phase de marché. C'est-à-dire sans vague. Hein. Un truc vraiment comme ça sur le gold, ça part tout droit. Et les indices vous font la même chose dans l'autre sens. Pour moi, c'est ça que je sens venir. Mais, encore une fois, c'est des scénarios spéculatifs, ne foutez surtout pas de levier là-dessus. Mais moi, je vois un alignement dangereux des planètes qui m'invite à penser qu'on risque de se retrouver avec malheureusement un VIX haussier. Voilà. Disons qu'il y a de la place sur tous les actifs à faible risque. Je ne vois pas ce qui justifie une telle prise de risque à Wall Street sur des niveaux de valorisation très tendus. Donc, patience, et on attend les validations pour mettre du levier. Par contre, je vous l'ai dit, moi, dès que ça dégomme les supports à Wall Street, j'y vais et je ne vais pas y aller tout doux. Si on commence à s'attaquer aux supports à Wall Street, ce sera renfort sous chaque support pour ma part. J'ai spéculé, j'ai été très patient. Le jour où ça va valider, je ne vais pas le rater, le S&P. Ça, c'est clair. Vous pouvez être sûr que ne vous inquiétez pas. J'ai des alertes sous tous les supports et dès que j'en ai une qui va déclencher, ce sera renfort après renfort. On y viendra si ça se déclenche. Pour l'instant, volontairement, et j'en discutais hier, mon propos est volontairement très axé vers le risque pour vous faire comprendre que c'est extrêmement risqué de se positionner sur ces marchés, notamment à l'achat, que ça l'est également à la vente, mais que voilà, c'est surtout pour vous inciter à comprendre que trader les actions pour l'instant, c'est vraiment pas le bon timing. Je sais qu'à ce stade-là, il y a beaucoup d'entre vous, et on en discutait hier, qui veulent savoir quoi faire de leur argent. Faites attention, les actions, pour moi, ça me semble être le coupe-gorge
de même que acheter des cryptos à l'époque, l'été, quand c'était un peu l'euphorie autour de ce secteur-là. Donc l'euphorie à Wall Street, je la vois certes, mais je ne la vois pas sur les prix, ce qui veut dire que Wall Street fait tout pour vous vendre sa bubule et que pour l'instant, ça n'a pas l'air de trop marcher. Donc voilà, le VIX, on est sur la zone d'achat. Je te salue mon Pascal si tu la regardes. Je te l'ai donné hier celle-là. Donc là, normalement, toi, tu dois positionner ton ordre en breakout à l'achat. Je vais vous le donner, ce scénario. C'est celui qu'on a préparé hier avec Pascal. Donc voilà, le délire, c'est que lui, il me posait la question. Voilà, moi, j'ai acheté le VIX en bas. Donc c'était sur la stratégie. Ça a été payé ici sur la zone des 12. Et il me dit, moi du coup, vu que j'ai pas acheté le VIX à 12, comment est-ce que je peux me positionner? Bon là voilà, en simple respect de la stratégie, en 2 heures, il est impossible d'acheter. Le seul signal d'achat, il était là où je l'ai pris moi. Et donc maintenant, il faut attendre, c'est-à-dire qu'on a un TP contre un bear, mais un bear non validé. Donc là, c'est pas compliqué, quand vous êtes là-dedans, il n'y a qu'une seule chose à faire, le signal d'achat, c'est la cassure du signal vendeur. C'est-à-dire que là, il faut revenir là et casser ça pour avoir un signal d'achat sur le VIX. Et dans ce cas-là, le schéma sera donc tout simplement ici, une vague 1, suivie d'une 2, en 2 vagues, A, B, C, et la cassure ici déclenchera une vague 3 pour se diriger sans grande peine, je pense, vers la zone des 15-16. Moi, je vois bien cette zone-là en target, c'est-à-dire 17,5 à viser, et derrière, éventuellement, une vague 5 encore plus grande pour aller chercher ici, soit la zone des 21, soit carrément la zone des 31, si ça part en vrille à Wall Street. Donc ça, c'est le schéma. Encore une fois, c'est un scénario, ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se produire, ça veut juste dire que maintenant qu'on est là, mon cher Pascal, et vous aussi, le VIX a donc terminé sa structure corrective. S'il se redirige vers les résistances, c'est pour les céder, et je pense que dans ce cas-là, ici, une entrée spéculative en breakout, c'est-à-dire ici, c'est plus spéculative, c'est une entrée en breakout. Ça, c'était l'entrée spéculative. Là, c'est l'entrée en breakout. Donc moi, il va de soi que je renforce mon VIX ici. De même que, je vous dis, ceux qui ont raté les achats VIX en bas, si vous voulez toujours vous positionner, pour moi, il y a un trade à faire, mais un trade sur breakout seulement, à moins qu'ici, on ait une pattern de boule qui se mette en place. C'est-à-dire, si on a sine wave qui met un boule avec une confirmation momentum, pas besoin de payer le breakout. Vous pouvez payer ici le point 2. Mais ça me semble assez faiblement probable. Je vois beaucoup plus de chances, malheureusement, que ce marché aille casser le cycle bear pour déclencher un renversement brutal. Donc à surveiller, évidemment la meilleure des solutions serait que le VIX s'écrabouille par là, déclenche une pattern bullish, et là vous pouvez payer dans le sens de la tendance. Dans ce cas-là, on aura bien fait une structure take profit, tentative vendeuse, échec, les boules prennent la main, et derrière on se dirige rapidement vers les résistances. Ok ? Donc voilà le schéma, mais moi il me semble que le VIX, ça reste assez piquant et que, encore une fois, Wall Street ne le voit pas venir. C'est-à-dire que pour eux tout va bien, c'est tempête de ciel bleu. Pour moi, on est toujours sous des énormes résistances. Le VIX montre des signaux de faiblesse assez notables. On a un gold qui ne parvient plus à casser ses supports, qui a déclenché les stops et qui ne trouve pas de relais baissier. Pour l'instant, on a un dollar qui malheureusement reste très faible, ce qui veut dire que les taux montent mais le dollar baisse. Donc ce n'est pas un signal de force de l'économie américaine, c'est simplement un signal qui pour moi annonce que on vient chercher des taux intéressants pour se positionner et puis derrière on sort du marché action. Donc je pense que c'est ça la logique à Wall Street parce qu'elle est très 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 dangereuse dans le sens où, comme je vous dis, si le dollar était en train de monter en même temps que les taux, là, ce serait effectivement un signal de force de l'économie américaine. C'est ce qu'on avait ici. Là, les taux montaient, le dollar montait. Ça veut dire que l'économie américaine est perçue comme étant extrêmement solide. Et c'est donc ici qu'on avait cet aspect refuge, c'est-à-dire les capitaux sortent du reste du monde pour venir s'agglomérer à Wall Street. Là, on avait bien un signal haussier. Là, on n'a rien de tout ça. Moi, je vois un dollar très faible avec des taux forts. Ça, au contraire, c'est un signe de crainte du marché, un signe de flight to safety, c'est-à-dire qu'on se dirige vers les classes d'actifs moins risquées. Normalement, c'est ça le mouvement qui suit quand on a ce genre de pricing, c'est-à-dire qu'on se retire sur le yen, on se retire sur des trucs comme ça. Donc je m'attends toujours à voir une très forte tendance se développer et je la vois brutale tout simplement parce qu'elle fera suite à pas des manipulations, je sais que ce mot peut déplaire beaucoup de gens, mais
Moi, j'appelle vraiment ça comme ça. On a manipulé un peu ce marché à travers la volatilité. On a tout fait pour calmer et éteindre le feu, mais malheureusement, il y a toujours des braises et ça risque de repartir aussi vite derrière. Donc voilà, on a tout fait pour calmer la bête. Elle ne se calme pas. Je pense que la résultante ne tardera pas à arriver, mais il quid du timing. Ça peut très bien être demain, après-demain, je ne sais pas. Mais là, je sens que quoi qu'il arrive, il y a un sale truc qui va se passer et que tout d'un coup, on aura la raison qui expliquera. Voilà. Il faut toujours donner une raison à Wall Street, si vous voulez. Il faut vendre du papier aux investisseurs, il faut leur expliquer pourquoi les cours baissent. Donc il va falloir probablement attendre qu'il y ait un sale truc qui se passe et le marché va probablement surréagir autour de cette news. C'est la perception, en tout cas moi, que j'en ai. En tant que spéculateur, généralement, c'est comme ça qu'on fait. Voilà. C'est-à-dire que les spéculateurs voient venir le truc sur le prix. Et puis d'un coup, il y a la news qui permet de faire le gros titre qui fait tomber les prix, quoi. Voilà. Donc moi j'attends toujours de savoir quelle sera cette news, mais encore une fois je m'en contrebalance. Moi c'est pas là que se trouve mon intérêt. Je me fiche de comprendre pourquoi. Tout ce qui m'intéresse c'est de récupérer les gains associés à ce scénario-là. Donc je veux voir l'euro-yen s'écrabouiller. Encore une fois j'avais mis un petit pullback possible ici. Il est tout à fait probable qu'on n'ait rien de tout ça et qu'on décolle comme à l'époque, c'est-à-dire straight on, on part du point A, on va au point B avec une petite conso entre deux. Et dans ce cas-là, il n'y aura pas ce pullback-là, on ira tout droit ici. Et ça, je n'y vois aucune espèce de contre-indication. Pour moi, l'euro-yen, il doit aller casser ce support et venir dans la zone bleue. Ça nous fait un euro-yen qui chute. Évidemment, moi, je vais me gaver le jour où ça va arriver. Mais pour l'instant, patience, il ne nous lâche rien. Donc voilà, moi, mon portefeuille, vous avez compris comment il est orienté. Vous savez donc qu'un jour, je vais me réveiller et j'espère que je vais me réveiller avec le compte gavé de gains. Maintenant, pour l'instant, ça demande de la patience. Le marché ne veut pas y aller. Il va falloir le forcer un petit peu. Voilà, c'est le sentiment que j'ai. Donc j'attends tant bien que mal un petit catalyseur qui pourra permettre à Wall Street de s'écrabouiller assez fortement. Mais pour l'instant, vous voyez que ça n'arrive pas. On fait tout pour retenir. Le yen, même s'il est reparti à la hausse, voilà, les paires en yen ne sont pas non plus en train de s'effondrer littéralement. On voit que le gold ne parvient toujours pas à se reprendre, mais le jour où il va partir, je pense qu'il n'y aura pas de pullback. Le VIX, même chose, voilà, c'est-à-dire que tous ces actifs, vraiment, ont une autoroute devant eux. Donc, faut absolument pas que Wall Street rentre dans cette dynamique-là où, entre guillemets, on fait comprendre qu'il faut se mettre dans les zones moins risquées. Et moi, je pense que c'est ce qui nous attend. Voilà, donc rien n'a changé, patience. Donc le signal d'hier, c'était bien évidemment ça, donc la hausse sur les taux à Wall Street et la hausse de taux globale, c'est-à-dire c'est les taux du monde entier qui ont monté. On a pris à peu près 12 à 13 points de base un petit peu partout. Cependant, je m'attends à ce que côté Wall Street, la hausse soit limitée, mais pas côté européenne. C'est un graphique que je vous ai partagé hier. En fait, si vous faites ça, c'est-à-dire vous faites US 10-year moins DE 10-year. Voilà, hop. En fait, là, c'est donc ce qu'on appelle le spread zone euro, zone US. Et ce spread, si vous l'étudiez, d'accord, pour moi, il montre bien la fin du cycle à venir. Grosse vague 1, vague 2, la belle vague 3, la 4 dynamique, et on est en train de faire la 5. Et je pense que là, malheureusement, c'est pas très très bandant comme structure de prix. Ah non, pardon, voilà, pour moi, la structure, c'est ça. Ici, vague 1. Ok, hop, vague 2, ici une vague 3 terminée. Ah, viens là, tu vas venir. Je ne vais pas y arriver. Voilà, et on est en train de préparer une 4 dynamique, et derrière on aura probablement une vague 5. Voilà. Aïe, voilà, mais je pense que cette vague 5, on ne la fera que dans une phase récessive. Tout simplement parce que je pense que dans une phase récessive, les capitaux risquent quand même de retourner vers le dollar et tout ça. À voir, mais bon, c'est un schéma possible. Mais je pense que là, ce qui nous attend, c'est plutôt effectivement une phase de consolidation des taux dans une phase récessive. Et puis phase post-récessive, évidemment, derrière l'économie américaine qui se relève toujours plus vite que l'économie européenne. Je pense que derrière, on verra évidemment un spread de taux se réorienter assez rapidement. Bon, c'est un schéma, encore une fois. Moi, là, ce qui m'intéresse, c'est surtout de voir que cette dynamique-là, elle est en train de retrouver un plafond. On n'est vraiment plus là dans un schéma tendanciel comme on a pu l'avoir. On est sur du weekly, là, donc attention, ça veut dire que là, le spread de taux est en train de se
de se plafonner avant, je pense, de repartir sur un schéma de baisse qui prendra évidemment 1-2 trimestres. Les taux, quand on initie des mouvements, c'est jamais des mouvements qui s'arrêtent rapidement, c'est des mouvements qui perdurent plusieurs trimestres. Donc je m'attends maintenant à une paire de trimestres où effectivement le spread de taux, c'est-à-dire la différence entre les taux US et européens, risque de corriger de probablement, j'attends au moins 50 points de base. Ce qui est extrêmement conséquent. 50 points de base, ça veut dire que par exemple, moi j'attends toujours des taux en zone euro qui devraient se retrouver. Attendez, je vais vous illustrer bien le truc. Voilà. Donc moi j'attends normalement des taux en zone euro qui devraient se rediriger d'une bonne cinquantaine de points de base, c'est-à-dire se rediriger plutôt vers la zone ici des 1% pour une économie allemande. Donc ça fait ici une hausse de 60 et quelques points de base à faire. Si vous avez bien compris le principe, si je m'attends à ce que le différentiel de zone US, zone euro diminue de 50 points de base, alors que la zone euro augmente de 60 points de base, c'est-à-dire que théoriquement, la zone US ne prendra que 10 points de base, c'est-à-dire qu'elle restera proche des 3%. Voilà. Les taux en zone US, donc à horizon plusieurs trimestres, je pense que d'ici 6 à 12 mois, je vois les taux US se situer toujours proches des 3%, alors que normalement, on devrait avoir cette fois des taux européens proches des 1%, c'est-à-dire réduire le différentiel entre les deux zones économiques. Tout simplement pour la raison que vous connaissez, que je trade, à savoir qu'on est en train de projeter déjà la sortie du QE, alors que côté US, l'économie est saine, l'économie n'est pas saine, les taux se tendent certes, mais pour l'instant on n'a pas les crispations qui arrivent, les crispations réelles, puisque les profits des entreprises sont toujours bons. Donc ce qu'on risque, c'est soit une bulle, soit un range, mais je pense qu'on n'est pas encore sur des signaux récessifs aux États-Unis. Donc les taux, pour moi, n'ont pas de raison de s'envoler au-delà des 4% pour l'instant, sauf si on fait une bulle. Voilà, ça je vous l'ai dit, s'il y a une bulle, la hausse des craintes se fera ressentir immédiatement sur les taux d'emprunt. Et là, par contre, on aura, je pense, des T-bonds assez rapidement vers la zone des 3,7, 4%. Mais le problème, c'est que ça ne colle pas avec le scénario que je viens de vous donner juste avant. Puisque si on fait ça, si on va à 4%, ça veut dire que les taux en zone euro se retrouveraient très très rapidement. Voilà. En fait, ça c'est de l'économie là qu'on est en train de faire. Mais voilà, j'essaie de vous faire comprendre, malgré moi, pourquoi je pense que la bulle me semble très peu probable au côté américain, tout simplement parce que ça ferait envoler les taux. On aurait vraiment des taux US qui iraient sans grande peine. Regardez, je vais vous schématiser le truc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ici, on va mettre DE 10-year. On va se le mettre en dessous, voilà. Ok, donc comprenez bien le principe là que je suis en train de vous... Alors, ça me fait chier, c'est pas ça que je voulais faire, mais... Alors... Voilà, ça c'est mieux. Voilà, vous dites comme ça. Ok, ça c'est donc... On peut pas lui mettre un thème à celui-là. Oh là là, faut chier. Tant pis. Bon, donc c'est pas grave. Voilà. Donc vous avez bien compris le délire, c'est-à-dire que là, les taux en zone euro, normalement, moi je les vois monter beaucoup plus fort que ce que ne feront les taux en zone US. Vous voyez bien de toute façon que la pente a considérablement changé. Mais je pense que là, on a bien évidemment une distorsion de marché qui est introduite par le QE de zone euro. C'est-à-dire comme on a encore un QE chez nous, effectivement, les taux sont quand même maintenus sous pression à la baisse. Mais le jour où ça va se relâcher, c'est ça qui nous attend. Voilà, c'est derrière de repartir assez brutalement. Donc je m'attends à des taux 1%, voire plus. C'est-à-dire qu'on peut très bien venir à 1,50. Mais il faut comprendre que dans tous les cas, le spread doit se réduire. Donc on ne peut pas avoir, pour moi, des taux américains qui viennent ici chercher les 4%, c'est-à-dire l'équivalent de ce qu'on avait en 2011, alors que la zone euro, elle n'en serait que là, à une échelle de 2014. Ça ne me paraît pas possible. D'accord ? Donc je pense que les taux US ont pris de l'avance et que tout simplement, ils vont mourir dans cette zone-là et attendre les signaux récessifs pour aller derrière s'enfoncer vers les taux beaucoup plus vieux, enfin beaucoup plus élevés, des taux qu'on a dans des phases récessives habituellement. Et je pense qu'à ce stade-là, voilà, on viendra chercher les 4 et puis derrière, on sera beaucoup plus tranquille pour redémarrer un cycle économique derrière. Donc voilà un peu le schéma que moi j'ai en tête. Je pense toujours que, comme je vous l'ai dit, et depuis des années,
On peut manipuler tous les marchés, sauf les marchés obligataires. La seule manipulation qu'on peut faire sur un marché obligataire, ça coûte des milliards et des milliards de dollars et d'euros. C'est ce qu'on appelle des QE. C'est ce qu'on a tenté de faire sur ce cycle économique et ça nous pètera à la gueule parce qu'on a fait les cons avec les taux et que ça, malheureusement, c'est des milliards qui vont se payer un jour. Les bulles de crédit, ça explose toujours. Et là, malheureusement, on a vraiment joué avec le crédit sur ce cycle économique et ça devra se payer. Maintenant, la question, c'est de savoir, et c'est celle qu'on essayait de se poser hier dans le Trading Point, ou après le Trading Point, combien ça représente, combien ces créances hypothétiques, ces taux ces emprunts qui ont été faits à des taux manipulés, quelle est la part de ces emprunts qui sauteront dans le prix des actions? C'est ça qu'il faut se poser comme question aujourd'hui. Et moi, je vous l'ai dit depuis toujours, je pense que ce prix se situe à peu près à 25-30% de correction des sommets historiques. Je m'attends à des baisses de 30% sur les indices, des soldes, mais pas nécessairement une récession. L'éclatement de la bulle de crédit, pour moi, ne devrait pas nous ramener en récession. Maintenant, si on fait les couillons et qu'on colle une bulle spéculative, là, ça va merder grave. Et je pense que il serait sain, en fait, que Wall Street arrête ses conneries spéculatives et se contente d'éclater la bulle de crédit. Comme ça, derrière, on peut repartir sur un cycle économique sans foutre la merde dans le monde, comme on le fait à chaque fois qu'on s'amuse à surspéculer. Voilà, je pense qu'on ne risque pas cette fois une crise comme en 2008 avec un vrai risque systémique sur le crédit. Je pense par contre que si on ne purge pas cette bulle de crédit, on va devoir faire face à quelque chose de pire ensuite. Voilà. Ça, c'est mon sentiment. Maintenant, là, on parlait d'économie, pas de trading. C'est simplement pour que vous ayez la vision globale de ce que je voudrais voir sur les prix, en étant conscient que, bien évidemment, ça s'arrête là. C'est ce que je voudrais voir, parce que ce serait plus sain que d'aller faire les couillons à rajouter encore 20% aux valeurs à Wall Street. Sachant qu'ils le font tout seuls. Voilà, moi c'est ça qui m'inquiète, c'est que Wall Street, là, ils ont envie de se faire la bubule, mais que eux, voilà, ils se disent, bon, le reste du monde, vous voulez pas suivre, vous êtes trop, c'est un peu comme si, voilà, ils nous traitaient de mauviettes, quoi. Moi c'est un peu ça que je vois en ce moment, je me dis, les Américains, ils regardent le reste du monde et ils disent, ah, mauviettes, il faut acheter les gars. Voilà, bon, et en fait, ils sont les seuls à faire ça, à vouloir acheter, et évidemment, au bout d'un moment, quelqu'un va avoir raison. Moi, je pense qu'ils ont tort et qu'ils vont s'en rendre compte dans pas longtemps. Mais pour l'instant, on ne peut pas les forcer. Ils veulent absolument forcer la bubule, et on va les laisser faire les couillons jusqu'à ce qu'ils s'épuisent. Et derrière, moi, ce que je veux, c'est leur stop. Allez, sur ce, je vous réponds à vos questions et on passe à la suite. Alors, hop, là. Alors, Bitcoin. Acheter du Bitcoin avant de regarder le côté des shitcoins. Oui, alors non, puisque justement aujourd'hui tu as l'inverse qui arrive. Sur EOS, ok, on va aller faire un petit point EOS. Ne viennent de là-bas de sorte que l'ouverture de Wall Street ne puisse plus que vendre. C'est pas impossible. Il faut faire attention à ça. Voilà. Moi, je pense que quoi qu'il arrive, Wall Street, un jour, ils vont se réveiller et ils vont pas comprendre ce qui leur arrive. Voilà. C'est ça mon sentiment. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui va se produire hors cash Wall Street. Parce que je ne pense pas que Wall Street va le voir venir. Je pense qu'un matin, Wall Street va ouvrir d'ores et déjà à -2 parce que quelque chose se sera probablement passé qui n'aura pas plu au marché asiatique et européen. Et tout simplement, on va les faire gaper. Et ils n'auront d'autre choix, je pense, que de vendre directement à l'ouverture à cause des leviers engagés. Mais pour ça, ça veut dire gaper sous les supports. Donc pour gaper sous les supports, si tu veux, pour moi, ça ne laisse pas une énorme marge de manœuvre. C'est-à-dire que là, en daily, ça veut dire que si tu veux prendre Wall Street à contre-pied, là, à horizon quelques jours, il faut gaper là-dessous, quoi. Il faut gaper sous 2760 et leur effacer direct 2 semaines de cotation. Donc il faut un gros catalyseur pour que ça se produise. Et pour l'instant, je ne sais pas quoi. Voilà. Je n'ai aucune idée de quel peut être ce catalyseur. Tout ce que je vois, c'est que voilà, ça, c'est pas très très bon signe, le fait que les taux se réveillent et pas le dollar.
parce que si c'est ça la dynamique, c'est effectivement un marqueur de risque assez sensible, et mécaniquement derrière, les capitaux doivent commencer à affluer sur le gold, sur le VIX, voilà, les couvertures habituelles, quoi. Alors oui, IOS, pardon, j'avais oublié. Ok. Ouais, oui, c'est pas mal, EOS, hein, c'est pas mal. Maintenant, alors en daily, tu vois que ça fait bruit, hein, voilà, c'est-à-dire ça tente un break et ça marche pas. Tu vois que tu as un break qui redevient ici un support, donc bon, moi je dirais que c'est quand même effectivement haussier dans le schéma que j'en aurais à dire. Ici, on a bien eu la pattern de TP sur le bottom confirmé derrière. Oui, je dirais que là, il y a une belle, il y a un beau mouvement aussi à mettre à profit là-dessus. Mais par contre, pour moi, la consolidation n'est pas terminée. Voilà. Là, pour moi, tu as une vague A, pardon, une vague A. Là, tu es en train de préparer une vague B. Donc, tu vois, pour moi, dans le schéma correctif là en place, si ça, c'est bien une vague 1, et ça, pour moi, ça en a la typologie, il te manque toujours une vague BC à faire. Voilà. Donc, moi, je dirais patience, attends que ton point B soit fait là. Ça se trouve, ils vont le faire à plat et ta vague C, elle viendra jusque là. Hein. Et voilà, je pense qu'il faut attendre que ça casse le point A. Donc là, moi, je dirais, quand ça casse le point A, ton point B, il a été fait. Tu recherches l'extension typique de ton point C. Donc, tu sais, tu fais comme je fais toujours. Si tu fais de l'héliotisme, c'est comme ça qu'il faudra faire. Prendre ta vague A au point B, et là, typiquement, tu chercheras un 100%. Voilà. Donc là, si on fait le point B là, par exemple, c'est ici qu'il faudra essayer de racheter ce truc, sur cet ancien support. Et dans ce cas-là, ça ne fait pas une épaule tête-épaule. Hein. La tête doit vraiment, dépasser l'épaule. Donc voilà, mais là, dans ce schéma-là, ça ferait effectivement, pour moi, un truc éventuellement comme ça. En tout cas, là, tant que tu n'as pas cassé soit ça, soit que tu n'es pas là, ici, pour moi, tu n'es pas sur des prix intéressants, donc tu fais rien. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à te donner. Ok, mais là, pour moi, ça me paraît bien. Hein. Le schéma correctif en deux vagues est en train d'être fait. Je pense que là, ça nécessitera peut-être une correction légèrement plus profonde. C'est-à-dire qu'il y a le risque que ça corrige un peu plus. Mais je pense qu'à terme, ça, effectivement, c'est un beau mouvement haussier qui devrait se développer derrière. Ça me paraît être un bon candidat, EOS. Maintenant, voilà, est-ce qu'on est vraiment à l'aube d'un nouveau cycle de hausse sur ce truc-là? Possible. Le momentum est acheteur. Les cycles sont acheteurs et ça me paraît pas mal. Maintenant, attention, voilà, je pense que pour avoir un bon ratio risque-rendement, ça se passera légèrement plus bas pour avoir une bonne gestion du risque. En tout cas, une meilleure gestion du risque que les prix actuels. Ça, c'est mon sentiment. Après, ça ne t'empêche pas d'acheter maintenant, hein, mais si tu achètes maintenant, il faut que tu prennes en compte le risque dont je te parle. C'est-à-dire que ton stop, à toi, il doit être sous le bottom là, et être conscient que c'est possible qu'on y aille. Hein, voilà. Que c'est même plus que possible. Alors... Oui, effectivement, on verra, mais voilà, c'est vrai ça commence à... On rentre dans la phase qui pourra catalyser la fameuse purge dont je parlais, c'est-à-dire c'est là où on va mettre les altcoins sous phase de stress, et on va voir qui réagit bien ou moins bien au stress. Alors ça c'est une question sur l'obligataire, je pense qu'on a dû y répondre. Alors peux-tu expliquer pourquoi le rendement d'une obligation diminue quand le prix de l'obligation augmente? Ok, alors voilà, c'est pas le prix de truc. Voilà, il faut que tu fasses. Donc le rendement de l'obligation, c'est ce qu'on voit là. D'accord? C'est ce qu'on appelle le Y là qui veut dire yield, ça veut dire le rendement en anglais. Donc là, moi ce que je regarde à chaque fois, c'est le rendement. Donc c'est-à-dire c'est les taux à 10 ans américains. Ce qui sont systématiquement inversement corrélés aux contrats de taux qui leur sont associés. C'est-à-dire qu'il y a le taux et il y a le contrat de taux, celui qu'on s'échange réellement. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas trader le taux. Donc tout ce que je peux faire, c'est trader les T-bonds, qui sont donc les contrats associés à ces taux, qui évoluent généralement de façon corrélée inverse. Voilà, quand le taux monte, c'est que les contrats de taux sont recherchés. C'est quand le taux baisse, c'est que les contrats de taux sont recherchés, donc les rendements baissent. Plus il y a de gens qui achètent les contrats de taux, plus le rendement associé à ces taux diminue. Hein, voilà. Plus on achète, moins ça rémunère. Donc, quand les taux baissent, c'est que les gens achètent les T-bonds. Okay, ça c'est bien, je pense que tout le monde a compris le délire. Oui, voilà, c'est ça. Donc le délire, c'est ça. Plus tu as de gens qui vont acheter ces contrats de taux, plus ils sont recherchés, donc mécaniquement, plus le rendement qui est associé à ces obligations diminue.
C'est aussi simple que ça. Plus de rendement signifierait logiquement plus de risque pour l'investisseur. Non, justement. Oui, c'est ça. Voilà. Si tu veux, plus le marché est liquide, plus il y a de personnes prêtes à prêter à 10 ans, plus évidemment, ceux qui vont réellement prêter vont le faire à des taux bas. Hein, tout simplement parce que plus il y a de gens qui proposent des obligations, moins on va rémunérer globalement l'ensemble des gens qui les proposent. Plus les gens qui prêtent sont rares, plus il va falloir les attirer, donc plus il va falloir des rendements élevés. Donc plus les contrats de taux se vendent, plus le contrat de taux est bas, plus les rendements sont élevés. Tout simplement pour attirer toujours plus de liquidités. Tu fais monter le rendement et ça attire de nouvelles personnes. C'est ça, c'est exactement ça. Si elles sont vendues, les investisseurs vont sur les actions. C'est exactement ça. Ce qu'on appelle le fly to safety, c'est que derrière, les investisseurs se désengagent des marchés actions, mais il faut bien que ce pognon aille quelque part, et ce pognon va généralement dans le marché de taux, dans le marché de la dette, et effectivement, ils vont acheter des T-bonds. Et c'est pour ça que souvent, quand tu as les gens qui vendent leurs actions, ils achètent des T-bonds, ça fait baisser le rendement. Et tu as donc les taux qui baissent. C'est ce que j'anticipe toujours, moi, de voir effectivement ici venir chercher cette zone, peut-être aller marginalement légèrement plus haut, et derrière, bam, regros cassage de gueule, tout simplement pour déclencher les actions. Voilà. Si on ne le fait pas déjà ici, voilà. Bon, pour moi, ici, il y a une résistance. Si on ne franchit pas ça, on peut sans problème, vous voyez, faire un triangle. Et dans ce cas-là, ça fait vague A. Et ici, A, B, C, D, E pour finir un triangle. Et derrière, on fait une vague C. C'est totalement possible. Ça permettrait même à cette vague C d'aller encore plus loin. C'est-à-dire que, imaginons, entre guillemets, que dans ce cas-là, on se dirige ici vers une consolidation vague A et un triangle pour faire la vague B. Tu vois, ça ferait donc ça, dans le schéma. La vague B, elle viendrait donc se terminer ici, au niveau du point E. Et par contre, quand tu fais tes extensions, c'est au départ de la vague BC que tu la mets. Ça veut dire que là, théoriquement, si on fait ça derrière, on peut viser jusqu'à 2,45 sur les taux. Un overlap vague 1. C'est pas impossible. Ça me paraît brutal et trop, pour moi. Il me semble que 2,46, c'est vraiment brutal. Moi, il me semble que ça peut nous amener là sans problème. Sans aucun problème. Normalement, la structure de consolidation, c'est quand on aura trouvé le point B, tu pourras tracer ce canal, et le timing se trouvera normalement à la conjonction à la fois du canal et du niveau 60-627. Donc tu vois, moi, en l'état, si on se dirige vers ça, c'est vraiment ça. Mais ça laisse, si tu regardes en termes de timing, ça laisserait encore une quinzaine de jours aux indices américains pour travailler sous résistance, avant que les taux soient extrêmement recherchés, les contrats de taux soient extrêmement recherchés. Voilà. Maintenant, attention, le triangle, on peut très bien le finir comme ça. Ça ne contre-indique rien, et ça se trouve, dans 3 jours, on est parti pour baisser. Voilà. Donc attention, on est dans une structure consolidante. Moi, là, tout ce qui m'intéresse, c'est le moment où les taux vont réattaquer les supports. Dès qu'on réattaque les supports sur les taux, tu peux être sûr que là, à ce moment-là, Wall Street va enfoncer les supports les uns après les autres, tant que les taux ne seront pas arrivés au moins sur les 2,55%. Voilà. Allez, je termine les autres questions. Alors, je ne fais pas les actions indépendantes à l'achat, tout simplement pour les raisons que je vous ai données. Moi, les seuls achats que je fais, ce sont des ICO, des IPO, comme par exemple Xiaomi que j'ai raté, mais c'est tout. Voilà. Et je ne les fais que dans les pays émergents ou la Chine, certainement pas les IPO américaines. Je ne touche plus du tout le marché américain qui me semble complètement hors du temps. Et évidemment, je m'attends à ce qu'il se prenne un rattrapage brutal dans pas longtemps. Alors, attends, je le vois pour début septembre, je le vois pour le moment où on aura eu de nouveau retrouvé de l'euphorie, puis on se remettra à se rediriger vers les supports, et voilà. Mais oui, pourquoi pas, il me semble qu'à la rentrée, ça ne me semble pas impossible. Alors, la résistance oblique long terme que l'on est venu mécher sur le cours BTC. Alors, peut-être que je ne l'ai pas vu, tout simplement, mais là, je ne vois pas du tout de quoi tu me parles. Alors, l'oblique résistante, c'est ça que tu m'as dit? Oui, résistance oblique long terme. Je ne vois pas de résistance oblique long terme. Alors celle-là, mais ce n'est pas du long terme, c'est du court terme, mais dans ce cas-là, je l'ai déjà vu. Et je pense qu'il n'y a aucun problème. Je l'ai dit, je ne vois pas d'objection au franchissement de cette oblique.
Tout simplement parce qu'ici, on n'a pas réussi à installer la tendance baissière. On a bloqué sur la médiane du canal. Il me semble que c'est normal qu'on sorte de ce canal par le haut. Je vais même tout simplement le mettre à jour. C'est-à-dire que ça, maintenant, ça devient une oblique, d'accord, dans le respect de la stratégie que je vous avais donnée. C'est-à-dire que ça, on va le supprimer pour rester plus safe. Théoriquement, là, maintenant, aujourd'hui, ce que vous êtes obligé de faire, c'est ça. C'est-à-dire, hop, hop, voilà. Et ici, on doit donc effectivement tracer cette oblique-là, qui reste une oblique résistante. Et voilà pour moi le contexte, le cadre technique qu'on avait donc fait en mode rapide. Pour moi, il y a ça. Et ça donne plusieurs clusters ici. Et je pense qu'ici, on reste neutre. Voilà. Et je pense qu'on va à terme se diriger vers ces zones de prix et éventuellement même aller plus haut. Donc tu vois, là, par exemple, ma vente ici, elle n'est peut-être pas très judicieuse. Ça semblerait dire que là, par exemple, ce serait plutôt les 9000 qui me semble être une zone d'intérêt. Par exemple. Voilà. Voire là, à l'heure actuelle, on peut même théoriquement considérer l'accessibilité à la zone des 9000 comme viable. Maintenant, ça me semble quand même assez loin, mais attention, encore une fois, moi ici, j'encaisse 33% de mes positions, je garde une exposition aux crypto à l'achat pour l'instant, et je ne prendrai de vente, évidemment, que sous condition de solutions compatibles. Je ne prendrai pas cette vente-là. J'ai mis un ordre conditionnel ici, c'est-à-dire que moi, si on vient chercher 8007, je les vends au marché sans chercher à comprendre. Mais il va de soi que si on arrive dessus avec un breakout, c'est hors de question. Ce qu'on est en train de faire pour l'instant. Donc là, c'est le premier truc que j'ai fait ce matin. Cet ordre-là, il a disparu. Il est plus dans le marché. Je n'attends plus cette zone-là pour vendre parce que là, on est dans un breakout validé. Je ne vends pas quand on est dans un breakout. C'est-à-dire que là, j'attends qu'on ait la structure de TP pour remettre cet ordre. Voilà. Donc pour l'instant, c'est vraiment patience. Ici, j'encaisserai des profits, mais c'est tout ce que je vais faire. Voilà. Pour l'instant, c'est breakout. Je laisse faire. Non, ça c'est pas bon. C'est le même schéma, je vous ai toujours dit, si vous limitez vos gains, c'est stupide, parce que vous limitez pas vos pertes la plupart du temps, ou alors vous les limitez bien, c'est bien, mais il ne faut pas limiter les gains. Les gains, on les prend quand le marché donne des signaux de faiblesse. Il n'y a pas le moindre signal de faiblesse. Alors ici, tu pouvais prendre un profit partiel, mais maximum 50%. Là, normalement, tu ne peux pas prendre tous tes profits si tu respectes la stratégie, c'est pas possible. Et ton TP ici, tu ne pouvais pas le prendre parce qu'il n'était pas sur un niveau technique. Je vous ai dit, le niveau technique, c'était 7009. Donc, si ici, tu avais un signal vendeur, il fallait le prendre. Ça n'a pas été le cas. Donc, on déborde. Là, théoriquement, dans le respect de la stratégie, tu ne peux pas déclencher ta prise de profit. C'est pas possible. Là, il n'y avait pas de prise de profit à réaliser. Ça aurait pu se faire sur cette zone-là si on avait eu un signal de confirmation vendeuse. Moi, ici, je vous ai dit, je surveille la réaction de prix sous les supports. Si on se redirige vers les supports, j'aurais déclenché ma prise de profit. Ce n'est pas le cas. Et ce matin, j'ai bien fait puisque les prix sont plus hauts. Et j'attends, maintenant qu'on a un break valide et que je vois que les boules sont en puissance, si ça tire jusque là-haut, tu seras sorti là pour rien. Tu auras raté la moitié du trade. C'est vraiment dommage. Moi, je pense que là, sans problème, on peut venir tirer là. Et s'il ne se passe toujours rien là, on peut aller plus haut. Ça ne sera absolument pas impossible. Il y a de la place. La trail line, elle n'est pas encore complètement tirée. Tu vois, je vous ai toujours dit, la trail line, tant qu'elle n'est pas au-dessus de 0, voire de 15, il n'y a pas de gros risque. Quand elle est au-dessus de 15, généralement, la tendance s'arrête. C'est que tu as tout tiré. Voilà. Donc là, tu vois qu'on est encore très très loin. Ça nous laisse facile jusqu'à encore 2-3 jours de hausse. Et à ce rythme-là, dans 2-3 jours, on peut sans problème être à 8005. Et dans ce cas-là, tu seras sorti quasiment 1000 $ plus bas, quoi. Je trouve ça dommage. Voilà, c'est mon sentiment. Je pense que là, tu es parti vraiment trop tôt. USD Yen, si tu veux, ça me paraît jouable. Moi, je reste sur l'euro Yen, mais ça me paraît jouable. Alors, dans le cas où le scénario de fin de cycle est validé, quels sont tes conseils concernant les AV Eurocima et OPCVM? Ah ben, elles vont se faire dézinguer, hein, c'est sûr. L'OPCVM, ça reste de l'investissement action. Les Eurocima, c'est difficile à dire ce qui se passera. Eurocima, ça prendra cher que si l'euro se fait dézinguer. Donc, je dirais que c'est plutôt les risques politiques qui pourraient toucher l'Eurocima. Mais les risques de marché, voilà, à voir. Les OPCVM, bah, c'est sûr que là, tu vas t'en prendre plein la tronche. Hein. Ça dépend sur quel fonds tu as placé. L'OPCVM, c'est un système de fonds. Hein, voilà. Donc, il faut savoir sur quel placement tu t'es positionné. Qu'est-ce que tu as acheté, enfin, qu'est-ce qui est acheté par ce placement-là. Ce qui est sûr, c'est que la plupart du temps, c'est des actions. Et malheureusement, bah, ça risque de très mal se passer, quoi. Enfin, pas très mal, mais en tout cas, il risque d'y avoir des baisses mécaniques. Si les actions baissent, les OPCVM baissent, c'est normal.
Non, moi je le trade en dollars. Le Tether est une saloperie, vous le savez, je vous l'ai dit depuis des mois. Si vous avez des Tethers, vous êtes mal barré. Un jour, ce truc-là risque de saigner et il ne faudra pas être dessus. Alors si, théoriquement, il faudrait le faire. C'est vrai qu'il faudrait le faire. Tu as raison, Light My Fire. C'est vrai. C'est vrai qu'il faudrait le refaire. Alors, pourquoi est-ce que tu ne considères jamais qu'on puisse être dans la vague C d'une grosse correction ABC ayant débuté au plus haut historique? Alors, encore une fois, moi je ne sais pas, hein, je fais des scénarios, j'ai toujours dit je peux me planter, ça ne me gêne absolument pas. Si c'est le cas, c'est comme ça. Alors, oui, alors, je vois très bien ce que tu veux dire, mais voilà. C'est possible, mais dans ce cas-là, il faut une vraie structure de correction ici, c'est-à-dire que ça, ce n'est pas une structure corrective. D'accord? Parce que le point B ici, s'il avait été là, je t'aurais dit OK. Tu vois, et dans ce cas-là, ça aurait fait effectivement une vague A, une vague B en flat, d'accord? Et dans ce cas-là, on aurait pu se retourner au niveau de la vague A, mais dans ce cas-là, il faut que le point B soit au niveau du point d'origine, ce qui n'est pas le cas. Donc ici, on a un point B qui s'est construit supérieur au point d'origine. Le point C doit casser le point A dans une structure héliotiste. C'est pour ça que pour moi, il reste une phase de stress que le marché ne veut pas voir venir, et je pense qu'elle viendra quoi qu'il arrive, et que derrière, le gold sera vendu pour une vague C. C'est le scénario que j'ai en place depuis toujours, et si tu vois ça là, moi quand je vois ça, ça ne me donne pas du tout envie de vendre le gold. On est complètement survendu sur des supports et très largement au-dessus du précédent bottom. Ça, c'est ce qu'on appelle une divergence haussière cachée. Ça, à tout moment, si ça relance, c'est une fusée que tu vas avoir derrière. Une vraie fusée comme ça, hein, voilà. Voire même une réplique de la vague A. Théoriquement, la vague C est de degrés comparables à la vague A, elle est même généralement plus longue. C'est-à-dire qu'on peut sans problème imaginer un gold à 1541 si ça venait vraiment à chier dans la colle à Wall Street, et avec le même timing, c'est-à-dire avec la même pente ici. Donc tu peux t'imaginer qu'en termes de timing, voilà ce que ça ferait. Ça fait que si on doit aller jusqu'ici, jusqu'à 1540, ça pourrait se faire début 2019. Donc tu vois, ça fait mal. Hein. Enfin, moi, je vous ai toujours prévenu qu'il fallait faire gaffe, quoi, qu'il y avait une phase de stress très risquée, qui me semble, moi, complètement ignorée par le marché. Et moi, tout ce que je vois ici, c'est de la forte probabilité que, quoi qu'il arrive, on aille chercher une réplique de vague A. Alors pardon, je t'ai dit n'importe quoi, mais c'est au niveau du point B qu'il faut le faire, ça. Mais voilà, il me semble que là, normalement, il nous manque une grosse impulsion sur le gold. Maintenant, tout le monde a été pris à revers ici par la cassure de ce support, mais je pense que ça, c'est fait juste pour chasser du stop. C'est pour faire chier le monde, et je pense que très rapidement, on repartira au-dessus, vraiment assez rapidement. Mais, quid du timing, c'est pas moi qui définis le moment et l'heure à laquelle ça décolle, et pour l'instant, ça ne veut pas. Sur la partie UDNZD, je voyais, voilà, on attend toujours sur ce truc-là, patience sur ce trade. Voilà, j'ai répondu à toutes vos questions, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain.